On voit que cette notion de souffrance au travail est étymologiquement ancrée, on va dire, dans la notion de travail. 2019, par exemple, c'est-à-dire la dernière vague de cette enquête, il y avait 37% des personnes en emploi qui disaient qu'elles n'étaient pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Le stress intense, l'anxiété, l'irritabilité, la déprime et l'épuisement. On a un tiers des cadres qui déclarent souvent ressentir au moins l'un de ces 5 sentiments. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Chaque année, 13 millions de personnes, soit un Français sur 5, souffrent d'une maladie psychique. Au cours de son existence, une personne sur 3 souffrira de dépression, troubles anxieux, TOC, troubles du comportement alimentaire, bipolarité, schizophrénie. Depuis la crise sanitaire, la santé mentale s'est dégradée. Les troubles socio-psychologiques s'invitent sur tous les plans de l'existence et dans toutes les catégories sociales. Alors, si nous avons fait le choix de nous concentrer sur le travail, c'est en raison de la dimension structurante qu'il revêt dans la construction de l'identité et l'équilibre de chacun. Si 70% des salariés français considèrent ainsi le travail comme important, 87% voient le travail comme premier facteur agissant sur leur état psychologique. Alors le travail, facteur de bien-être ou agent du malaise? Partie du problème ou de la solution? C'est ce que nous verrons avec Dominique Méda. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine PSL. Vous êtes spécialiste des questions relatives au travail, à l'emploi, aux politiques sociales et à la reconversion écologique. Vous avez publié récemment chez Flammarion Une société désirable, comment prendre soin du monde. Et vous êtes, enfin, présidente de l'Institut Veblen depuis 2020. Gaëlle Deharo, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur HDR en droit privé, enseignante-chercheuse à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur. Vos recherches portent sur l'articulation entre droit et management, en particulier dans les relations de travail, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi dans le cadre des professions réglementées. Hélène Garner, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée d'économie et docteur en sciences de gestion, directrice des données et études de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et avec vos équipes, vous analysez les multiples transformations qui traversent le marché du travail. Dans une seconde partie, on retrouvera Pascal Chabot, philosophe, professeur à l'Institut des hautes études des communications sociales, commissaire d'exposition pour le festival des rencontres inattendues à Tournai, et qui a publié en 2013 Global Burnout, et plus récemment Un sens à la vie, aux éditions du PUF. Pascal nous écoutera et apportera son éclairage dans cette seconde partie. Alors, on va peut-être s'attacher dans un premier temps à définir le périmètre autour de la santé mentale. Et je m'adresse à Gaëlle, la juriste, puisqu'on voit que les enjeux de la santé mentale sont restés longtemps sous le radar et que leur définition a évolué avec le temps. On a parlé longtemps de fatigue, on a parlé ensuite de stress, on a parlé de harcèlement moral dans les années 90 avec les travaux de Marie-France Hérigoyen. Et ensuite, dans les années 2000, les risques psychosociaux sont invités. Cet élargissement du spectre, est-ce que ça correspond à une meilleure prise en charge des risques psychosociaux ou au contraire, ça veut dire qu'ils sont étendus ? Je pense que c'est à la fois une meilleure prise en charge et une évolution des notions. L'introduction a bien montré qu'on manipule un certain nombre de notions qui à la fois renvoient à des réalités qui sont similaires, qui se touchent, mais qui se recouvrent partiellement. C'est-à-dire qu'on utilise la notion de santé mentale, on utilise la notion de risques psychosociaux, et tout ça renvoie à une réalité qui implique de très nombreuses variables tenant à l'humain, d'abord, parce que c'est l'humain qui souffre et c'est l'humain qui ressent, mais aussi au progrès de la médecine, parce qu'on prend mieux en charge aussi la santé mentale au niveau médical. Également au choix politique de prise en charge des pathologies professionnelles, mais aussi à l'évolution du droit lui-même qui a intégré un certain nombre de qualifications, je pense qu'on y reviendra par la suite, et puis à l'appréciation du juge qui lui aussi évolue dans son appréciation de la situation de travail. Et puis cette question, elle est aussi au point de tension de plusieurs disciplines qui appliquent des grilles de lecture qui sont très différentes les unes des autres. Alors il y a déjà le droit, mais il y a aussi la médecine, la sociologie, la gestion, la philosophie. Le profil des différents invités montre bien qu'on touche à des dimensions extrêmement différentes. Et puis, il me semble que la question renvoie à la fois à l'histoire de la santé au travail et puis à la relation que l'on entretient avec son travail.
comme tu l'as rappelé d'ailleurs en introduction. Si on considère la relation de travail comme une relation de soumission, la santé mentale n'a pas véritablement sa place. Si en revanche, comme dans le droit positif français, on la considère comme une relation de subordination juridique, là, la question de la santé au travail peut trouver sa place de façon assez évolutive et assez variable en fonction des droits et en fonction des définitions retenues par le droit à un moment donné. Du point de vue de l'histoire, l'idée d'une détérioration de la santé par le travail est assez ancienne, puisqu'elle est liée au système économique lui-même et puis à la position que peut avoir un salarié dans le système productif. Et puis, la notion même de travail renvoie à une certaine forme de souffrance. C'est du latin tripalium qui renvoie à la souffrance, à la torture et à la misère. Donc, on voit que cette notion de souffrance au travail est étymologiquement ancrée, on va dire, dans la notion de travail. Mais l'existence d'une corrélation même entre ce qui est donné à faire à un employé et les conséquences de cette tâche sur sa santé s'est imposée vraiment très tôt dans l'histoire. On a quasiment une littérature aussi vieille que le travail, on va pouvoir dire. On prend simplement Galilée. Galilée définissait la fatigue au travail à partir de l'action de la gravité et du déplacement des masses corporelles. Et puis, si on fait un bond dans l'histoire, dès le XVIIe siècle apparaissent les premiers travaux sur les maladies, alors qu'on n'appelait pas encore les maladies professionnelles, mais qui sont les maladies spécifiques des artisans. Et on peut citer, par exemple, les publications de l'italien Ramazzini. Alors, il y a des publications aussi au XVIIIe siècle. Ramazzini, c'est 1777. Et puis au XVIIIe siècle, on a aussi les travaux de Lavoisier sur le travail humain qui montrent bien que la question n'est pas nouvelle et que c'est un peu comme un serpent de mer. À chaque fois qu'on prend en charge une nouvelle pathologie, on se repose la question de la santé au travail. Du point de vue de ce qui m'intéresse davantage, c'est-à-dire le droit du travail, c'est surtout l'essor technologique et la révolution industrielle qui, en augmentant le risque et le nombre des accidents du travail, ont favorisé une meilleure prise en compte de la santé au travail, notamment par l'émergence d'une meilleure prise en charge des accidents par la responsabilité des employeurs. Toutefois, cette prise en charge, c'est dans un premier temps limité à ce qui était visible, tout simplement parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et donc, on a d'abord pris en charge ce qu'on pouvait constater, les fractures, les plaies, les blessures, voire le décès. Et ça a progressivement évolué pour arriver jusqu'à un point de maturation beaucoup plus important. La question de la santé au travail a progressivement investi des répercussions invisibles du travail sur la santé. Comme tu l'as dit, les risques psychosociaux regroupent aujourd'hui, ensemble ou séparément, un certain nombre de formes d'atteinte à la santé des salariés et on est relié au stress, au harcèlement moral, aux violences physiques et psychologiques. Donc on a une très grande diversité de pathologies. Toute la difficulté pour le droit, ça va être de qualifier ces situations, c'est-à-dire de les rapporter à un fondement juridique préexistant, stable et cohérent, alors qu'elles sont définies par les différentes disciplines qui la prennent en charge, par le ressenti du salarié, la relation de celui-ci à son emploi, à son employeur, à ses collègues, etc. Et puis, si on vient un petit peu plus précisément sur les définitions, du point de vue légistique, on voit que la notion de santé au travail s'est fortement diffusée dans les différents blocs législatifs et réglementaires, sans toutefois renvoyer à une réalité uniforme et univoque. Alors, l'existence d'une obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité de ses employés ne fait pas de doute, puisqu'elle est clairement inscrite comme un droit fondamental dans la déclaration de l'OIT et en droit français à l'article L4121-1 du Code du travail, qui dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toute la difficulté repose sur l'imprécision de cette notion de santé, derrière laquelle se cache une très grande diversité de situations. Et selon la définition figurant dans le préambule de la Constitution de l'OMS, la santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, non pas seulement comme un état consistant en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors on a une définition, c'est très bien, elle a le mérite d'exister, mais en réalité, elle n'éclaire pas ni la complexité ni la diversité des situations de travail. Et le droit, dans son application, doit s'adapter à la grande diversité de ces situations, qui sont elles-mêmes variables. Et si même on en revient à la définition du Code du travail, donc le même article 4121-1 nous dit que la prise en charge déjà commence par la prévention, pas seulement par un effet curatif, mais aussi ou sanctionnateur, mais aussi par un effet préventif. Et surtout, l'employeur doit l'inscrire dans un objectif évolutif, ce qui montre bien qu'on a à manipuler un certain nombre de notions qui ne sont pas véritablement très stables. Alors justement, les entreprises doivent manipuler des concepts qui sont
peu stables, qui sont évolutifs. Et c'est la question qu'on a posée, comment s'y prennent ces entreprises pour évoluer avec ces concepts fluctuants, et notamment en premier lieu les risques psychosociaux. Cette question, on l'a posée à Aurélie Judelin, qui est directrice générale de Stimulus, qui est un cabinet expert en santé psychologique au travail depuis 35 ans. Et elle va, à distance, nous apporter son éclairage. Les entreprises aujourd'hui savent manipuler ce concept et savent un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de la prévention des risques psychosociaux. Ce qui est nouveau et ce qui a fondamentalement changé post-Covid, c'est effectivement l'apparition du terme santé mentale dans l'entreprise. Avant, il faut savoir que la santé mentale était vraiment un sujet tabou en entreprise. Il l'est encore dans certains milieux et dans certains secteurs, mais on a senti depuis la fin du Covid une volonté croissante des collaborateurs de la prise en compte de leur santé mentale par l'entreprise. Alors, comment est-ce que l'entreprise peut se saisir de ce sujet qui finalement est vraiment un sujet à la croisée des chemins entre la sphère professionnelle et la sphère privée? Elles ont eu un certain nombre d'initiatives. Alors, c'est surtout évidemment porté par des grands groupes qui sont souvent novateurs sur ces sujets. On a par exemple des conférences de sensibilisation sur la ménopause. On a des conférences de sensibilisation sur l'endométriose, sur qu'est-ce qu'être un aidant familial. Donc voilà, il y a pas mal de sujets qui sont finalement des sujets qui relèvent intuitivement de la sphère privée, mais qui vont évidemment s'inviter dans la sphère professionnelle et peuvent avoir des conséquences sur l'engagement, la motivation, le turnover ou les arrêts maladie et les absences longue durée. Donc voilà un petit peu pour resituer le cadre de ces risques psychosociaux qui finalement sont en train d'évoluer. On a eu risques psychosociaux, qualité de vie au travail, qualité de vie et des conditions de travail. Et aujourd'hui, on a volontiers tendance à parler de santé mentale. On reviendra tout à l'heure sur cette porosité entre la sphère privée, la sphère intime et la sphère professionnelle. On en reviendra notamment avec les managers et les cas managers avec Hélène Garner. Mais j'aimerais rester un instant plus sur cette question d'évolution des définitions et donc de la prise en charge de ces questions. On peut le prendre d'une façon très concrète. Tu as beaucoup travaillé sur la question du harcèlement en entreprise, du harcèlement social et moral en entreprise. Et là, on voit qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence très marquée, avec un tournant en 2009, mais peut-être que tu peux nous rappeler un peu la trajectoire. Alors on a deux textes aujourd'hui qui sont très similaires. On a un texte dans le Code du travail et un texte dans le Code pénal qui sont avec les mêmes qualificatifs, on va pouvoir dire ça comme ça, mais qui ne sont pas véritablement très clairs. Le rôle du juge est extrêmement important dans la définition du harcèlement moral, tout simplement parce que le texte est assez original dans sa formulation. Si on prend la formulation du Code du travail, il nous dit « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, elles-mêmes susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Alors ce qu'on voit, c'est que déjà on a une allure de proclamation, ce qui n'est pas véritablement très usuel dans les codes qui sont porteurs de qualification. Et ensuite, on n'a pas les éléments de qualification. On a des indicateurs qui tiennent à la personne de la victime, aux actes commis par l'auteur et surtout aux conséquences de ces actes pour la victime. Donc, ce qui apparaît, c'est que déjà, on a quelque chose qui est extrêmement variable dans l'application à des situations qui sont elles-mêmes variables et très diverses. Et en plus, quand on regarde la formulation, non seulement les conséquences sont putatives, mais en plus, elles sont alternatives. Donc, le juge doit manipuler un texte qui est quand même assez complexe. Alors, ces trois indicateurs, ils sont déjà assez ouverts et ils permettent de nommer des situations. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les choses sont plus claires, d'abord parce qu'on a l'aléa judiciaire par l'appréciation du juge, mais aussi parce que la définition du harcèlement moral permet aux différents acteurs de nommer de la même façon des situations qu'ils vont ressentir ou qu'ils vont apprécier très différemment. On va avoir une appréciation par le juge, on va avoir une appréciation par le manager, on va avoir une appréciation par la victime, et tous vont avoir des grilles de lecture qui ne vont pas déjà utiliser les mêmes facteurs d'appréciation, et en plus ces facteurs peuvent avoir un poids différent. Par exemple, le ressenti va être très fort pour la victime et il va être plus nié par le manager puisque c'est un salarié. On a parfois le sentiment que la personne du salarié est un peu déconnectée de l'individu qui la porte et les émotions sont parfois un peu écartées par l'organisation qui va plus s'attacher à l'efficacité et la performance d'un salarié plutôt que aux effets de son travail sur ses émotions, son ressenti, sa fatigue, etc. Et donc on a un peu
une schizophrénie, si je peux dire ça comme ça, du salarié qui est à la fois un individu et qui rapporte un certain nombre de choses, comme l'a rappelé l'intervenant dans son propos précédent. Et puis on a le salarié qui est dans un contrat de travail et puis qui a des obligations. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, tout ce qui est ressenti, émotion, déjà est invisible. Et la littérature n'a pas véritablement aidé à prendre en considération ce qui est invisible, parce que dans un premier temps, et la jurisprudence a fait de la même façon d'ailleurs, mais par nécessité, on s'est attaché surtout à le rendre visible par les actes. Et on a appréhendé le harcèlement par ce que le harceleur dénoncé faisait ou par ce que la victime avait subi. Et donc, ce qui était visible. Mais quand c'est pas visible, comment est-ce qu'on peut prévenir des situations de harcèlement moral, voire les prendre en charge quand elles sont déjà révélées? Tout simplement, ça devient compliqué parce qu'on ne le voit pas. Et cette idée de dissocier en fait le salarié avec ses obligations liées par le contrat de travail, enfin fondées sur le contrat de travail, et l'individu qui a des émotions, ça laisse aussi de côté tout un pan du harcèlement moral. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a longtemps considéré dans la littérature le harcèlement moral comme une situation qui naît d'une relation entre deux personnes, un agresseur et une victime. Et là encore, on n'a pas véritablement, tout au début de la prise en charge de ces situations, considéré que le harcèlement pouvait se développer dans une dimension organisationnelle, mais aussi dans toutes les dimensions intermédiaires, et que finalement, le harcèlement moral, c'est un peu une qualification générique qui va se décliner en harcèlement moral interindividuel, harcèlement moral managérial, harcèlement moral organisationnel, harcèlement moral institutionnel, et à chaque fois, les déterminants, finalement, vont évoluer et vont être appréciés différemment. Mais il y a quand même ce tournant en 2009 d'un harcèlement moral interindividuel à un harcèlement moral managérial ou organisationnel, ce qui place la responsabilité de l'organisation aussi. Oui, tout à fait. Et ça a été, on ne va pas dire révélé en 2009, mais en tous les cas pris en charge en 2009. Et ça a été véritablement mis en exergue par la situation de France Télécom, où là, on s'est rendu compte que finalement, si on appuie véritablement le harcèlement moral sur une relation interindividuelle, on rate quelque chose. Dans l'affaire France Télécom, on ne pouvait pas affecter un fait à une personne en particulier, tout simplement parce que c'était diffusé par le top management. Et donc, quand la stratégie diffuse des choses, on ne peut pas dire c'est A qui harcèle B ou c'est B qui souffre du harcèlement de A. Et donc là, dans cette situation-là, on est allé plus loin que la jurisprudence de 2009, puisque on a considéré que le harcèlement pouvait être institutionnel, c'est-à-dire vraiment venir de la structure même, organisationnel, parce que là, c'était vraiment la façon dont les choses se sont déroulées qui a créé le harcèlement, managérial, parce qu'on avait aussi des méthodes qui étaient toxiques, et puis interindividuel, parce qu'on avait aussi un certain nombre de managers qui ont pris part aussi au harcèlement. Donc, on avait tous les niveaux de harcèlement qui étaient révélés à ce moment-là et qui ont fait un peu exploser la qualification pour lui faire appréhender différents champs qu'elle n'avait pas au départ. Dominique, sur cette question, en fait, on voit qu'on bascule d'un problème personnel, individuel, quelqu'un qui irait mal, quelle est la situation dans laquelle il se trouve pour aller mal, à une question structurelle, avec un travail qui doit être interrogé en tant que tel, dans les modes de management et d'organisation qui sont mis en place. Je rappelle que dans la définition de l'OMS, il y avait une ambition, c'est le travail doit nous aider à aller bien, à fonctionner ensemble en tant que communauté. Et on a l'impression que concrètement, le travail peut nous faire aller mal. Qu'est-ce qui est en cause dans les conditions de travail qui nous amène à ça ? Alors en effet, la plupart des études, elles montrent que dans les problèmes de santé mentale, il y a une responsabilité très forte du travail et de l'organisation du travail. Alors on en sait beaucoup sur les conditions de travail et sur leur dégradation, je dirais. La chronique peut en être tenue et en est tenue par un certain nombre d'enquêtes dont on dispose, notamment l'enquête conditions de travail qui est faite par la DARES, la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, depuis
1978. Ce que montre cette enquête, qui passe à peu près tous les 4 ans, ce qu'elle montre, c'est qu'on a eu une dégradation des conditions de travail à peu près à la fin des années 80, qu'on a eu une pause dans le cœur de la dégradation, c'est l'intensification du travail, donc se dépêcher, avoir des contraintes de rythme, travailler toujours plus vite. On a eu une pause entre 98 et 2005, puis une reprise de cette intensification. Et aujourd'hui, alors je donne comme ça quelques chiffres, en 2019 par exemple, c'est-à-dire la dernière vague de cette enquête, il y avait 37% des personnes en emploi qui disaient qu'elles n'étaient pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite, avec un pourcentage assez proche des cadres, qui étaient 32% à le dire, et des ouvriers employés, 39%. Avec des atteintes plus fortes dans la fonction publique que dans le secteur privé, et notamment la fonction publique hospitalière. Et alors, on a beaucoup d'items comme ça que l'on peut surveiller, c'est-à-dire le fait de se dépêcher en permanence, de devoir interrompre une tâche pour en prendre une autre. En 2016, vous aviez la moitié des personnes qui associaient travail et mal-être. Et on a la chance d'avoir la petite sœur de ces enquêtes conditions de travail françaises, la petite sœur européenne, qui nous permet donc de faire des comparaisons entre les pays européens. Donc sur 36 pays, 71 000 personnes interrogées. Et la vague 2021, qui a donc été passée encore un petit peu pendant le Covid, montrait une situation très dégradée de la France. La France était en queue de peloton de ces 36 pays et faisait sur la plupart des items pire à la fois que les bons élèves. Bon, les bons élèves, c'est l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, mais pire aussi que l'Union européenne à 27. Et qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait qu'on était très mauvais en matière de pénibilité physique, porter des charges lourdes, avoir des postures douloureuses de la main et du bras, les fameux troubles musculo-squelettiques, etc. Mais aussi, et je reviens sur ce que disait Gaëlle, les contraintes émotionnelles, devoir cacher ses émotions au travail ou être victime de discrimination. Et d'autres points très, très importants. Alors, il y a une question qui dit est-ce que le travail est une menace pour votre santé ? Et là, vous avez presque 40% des personnes qui disent oui, le travail est une menace pour ma santé. Et un autre point, le fait que les personnes, ça me paraît très important, n'ont pas voix au chapitre, ne peuvent pas s'exprimer, ne sont pas consultées, y compris quand on change quelque chose dans leur travail. Et je me souviens d'une enquête qu'on avait faite avec des collègues en 2015 sur plusieurs entreprises, plusieurs secteurs, publics, privés, sur justement la reconnaissance au travail, et où on avait trouvé des situations de très fort mépris, de très forte indifférence, invisibilisation, vous avez dit, Gaëlle, tout à l'heure, et notamment une forme de mépris social. Alors, mépris et indifférence à l'égard des femmes, beaucoup de sexisme, mais aussi à l'égard des ouvriers. Je me souviens d'un ouvrier qui nous disait moi, je suis rien, je suis un pion, je n'existe pas. Les gens des bureaux, ils descendent, ils me regardent même pas, et on va changer quelque chose à mon travail, et on ne va jamais m'en parler. Et donc, on arrive à cette situation en France, je raconte souvent ça parce que ça me semble important à visualiser. On est un pays où les attentes sont extrêmement fortes à l'égard du travail. On nous dit que les gens veulent plus travailler, c'est complètement faux. Il y a des attentes très puissantes. Y compris chez les jeunes. Y compris, et surtout, je dirais même chez les jeunes. L'item qui sort le plus souvent quand on demande aux gens ce qu'ils attendent du travail, c'est réussir quelque chose. Mais en même temps, ces attentes, elles viennent se fracasser sur la réalité des conditions d'exercice du travail. Ce qui vraiment pose un problème dans notre pays. Donc un très grand désir de reconnaissance. Pourquoi cette place du travail en France ? Parce qu'en France, le travail est très associé au statut social. C'est ce qui dit la position que nous avons dans la société. Et c'est donc d'autant plus difficile de ne pas du tout être reconnu à sa juste valeur. Vous l'avez dit, 32% des cadres qui estiment qu'ils ne pourront pas tenir jusqu'à la retraite, 39% pour les ouvriers. On a tendance à penser que les cadres sont plus protégés que les ouvriers qui sont soumis à une pénibilité physique plus grande. Pourtant, on le voit dans le travail que vous avez réalisé, Hélène, avec l'APEC. Vous avez sorti cette année une étude, c'est la première, sur la question de la santé mentale. Et elle émane en fait d'une demande de vos consultants qui ont vu les situations en entreprise de souffrance de collaborateurs, qui ont eu un besoin, et c'est pour ça qu'ils vous l'ont adressé.
Alors, l'étude, elle est effectivement inscrite dans notre programme de travail de l'Observatoire de l'emploi cadre, qui analyse les transformations sur le marché du travail, vous l'avez rappelé, de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, qui accompagne des cadres du secteur privé dans toutes les dimensions de leur vie professionnelle. Donc, il y a des consultants qui reçoivent des cadres qui recherchent un emploi, des cadres qui s'interrogent sur leur carrière professionnelle, des jeunes diplômés, etc. Et cette question de la santé mentale, elle émerge effectivement de plus en plus. Et c'est la première fois que l'Observatoire de l'emploi cadre publie une étude sur ce sujet. On avait déjà approché un peu la question des conditions de travail, de l'épuisement professionnel, mais là, on a publié la semaine dernière cette étude sur la santé mentale des cadres et des managers. Et c'est important aussi, cette question des managers. On y reviendra aussi. On y reviendra. Donc les définitions, effectivement, elles peuvent être relativement diverses. Donc ce qu'on a retenu, nous, c'est la santé mentale appréhendée à travers 5 signes, 5 sentiments de dégradation, que sont le stress intense, l'anxiété, l'irritabilité, la déprime et l'épuisement. Et donc, on a un tiers des cadres qui déclarent des troubles fréquents, c'est-à-dire qui déclarent souvent ressentir au moins l'un de ces 5 sentiments. Un tiers des cadres le ressentent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les met dans cette position de difficulté ? Alors, on identifie dans l'étude plusieurs registres explicatifs. Le premier, c'est, Dominique vient d'en parler, les conditions de travail. Les cadres, ils ont des conditions de travail spécifiques, ils sont moins exposés à de la pénibilité physique, à des risques physiques, mais par contre, ils sont surexposés à du travail sous pression, 41% le déclarent, des charges de travail élevées, l'atteinte d'objectifs de performance, des attentes aussi de la part de la direction exigeante, des horaires étendus. Les 3/4 des cadres déclarent souvent travailler sur leur temps libre. Et puis, un contexte organisationnel mouvant. Les cadres, ils sont en première ligne pour faire face aux grandes transformations qui traversent le marché du travail, la transition écologique, la transition numérique et l'IA notamment, mais aussi le choc démographique et les attentes de leurs équipes. C'est-à-dire que les cadres, et notamment les managers, ils doivent répondre aussi aux attentes qui changent, notamment des plus jeunes, mais aussi des seniors à l'égard du travail. Et donc, ils ont cette responsabilité-là. Et Gaëlle l'évoquait tout à l'heure, depuis la loi de 2002, l'entreprise elle a des obligations pour préserver la santé mentale de ses salariés. Et les managers, ils se retrouvent en première ligne et 9 sur 10 déclarent ressentir cette responsabilité d'accompagner et de prévenir la santé mentale de leurs collaborateurs. Donc, ils se retrouvent en première ligne pour répondre à ces attentes, préserver la santé mentale de leurs collaborateurs et en même temps, ils doivent répondre aussi aux attentes de la direction et de leur hiérarchie. Donc, ils sont un peu pris en étau et on écrit dans l'étude que les managers, c'est un peu les grands oubliés de la santé psychosociale au travail. Donc ça, c'est le premier registre, c'est les conditions de travail. Le deuxième, et on le pointe, et c'est vraiment spécifique au cadre, c'est l'identité cadre, qui exacerbe en fait cette difficulté en matière de santé mentale. Cette identité cadre, c'est la culture du dépassement. On a presque 9 cadres sur 10 qui disent que c'est normal de se dépasser au travail. Donc cette culture de la surperformance, du surengagement, et la question du temps de travail évidemment, et du forfait jour alimente cette notion, ça favorise à la fois une dégradation de la santé mentale des managers aussi, et ça rend très difficile la prise de parole, ça rend très difficile la possibilité de dire que ça ne va pas. C'est dissonant avec les attentes et les représentations du cadre, et on revient sur la question du statut. L'image du cadre, c'est pas l'image de quelqu'un qui a des difficultés, qui exprime une vulnérabilité. Et donc ça ressort très fortement quand on écoute les cadres. On revient à la question de la contrainte émotionnelle qu'évoquait Dominique tout à l'heure. Tu voulais réagir, Gaëlle ? Oui, sur la notion d'expression qui est, à mon sens, est assez importante parce qu'elle fait écho à une étude qu'on a fait. On a analysé les discours qui ont été portés par les dirigeants de France Télécom
Télécom pendant le procès. Donc on a pris tout ce qui a été dit et justement quand les gens exprimaient ce mal-être et la difficulté à tout simplement répondre aux injonctions qui leur étaient faites dans le cadre de l'évolution de France Télécom, ils étaient qualifiés dans les travaux qu'on a trouvés de gens à problème ou de gens fragiles. Donc à la fois on attend des cadres et des salariés, quel que soit leur statut d'ailleurs, qu'ils expriment la difficulté pour permettre à l'employeur de prendre en charge le plus tôt possible les difficultés qui peuvent survenir, mais en même temps, on a aussi cette difficulté de l'employeur d'entendre que l'organisation peut être défaillante concernant un ou plusieurs cadres, un ou plusieurs salariés, et si on les qualifie de gens à problème, forcément la parole est aussi disqualifiée et l'application de la prévention devient extrêmement compliquée. Oui, puis ça allait avec une forme de virilisme aussi du discours dirigeant. Il faut être puissant, il faut être fort, il faut montrer. Les gens qui sont faibles, ils n'ont pas à être là. Aucun problème à l'époque à avoir ce double niveau de discours, en fait. Les autres sont faibles et nous, on est forts et ils ont du bon côté, sinon ils sortent. C'est ça. Dominique. Je voulais réagir aussi là-dessus. J'avais été l'an dernier invité au congrès des chirurgiens orthopédistes. Et donc, une sorte d'élite, quoi, les chirurgiens, très forts, considérés un peu comme des dieux. Et c'était absolument passionnant, ce congrès. Ils avaient consacré une de leurs sessions aux conditions de travail, parce que ça remontait de toutes parts, de la part des chirurgiens, que ces personnes-là n'en pouvaient plus, connaissaient des forts taux de burn-out, dormaient plus la nuit, etc. Et il y avait un jeune chirurgien qui était intervenu de la salle, disant on nous prend pour des surhommes, mais on n'est absolument pas des surhommes, on n'en peut plus. Moi, quand je sors d'une opération de 12 heures, j'aurais envie de pouvoir débriefer, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir travailler avec mes équipes, de pouvoir recueillir tout ce qu'ont vécu mes équipes. Et en fait, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Et donc, ils étaient obligés auparavant de rentrer tout ça. Et là, ils n'avaient plus du tout envie de rentrer tout ça en eux et de le garder en eux. Et donc, ça veut dire que cette parole, il faut qu'on soit capable de la traiter, d'organiser presque des délibérations à partir de là. Ouais. Il y a une jolie expression que tu as employée, Gaëlle, quand on a préparé cet échange. On embarque avec nous notre émotionnel quand on vient au travail, quoi. On ne peut pas faire cette part des choses en disant je laisse l'émotionnel à la maison et j'arrive. Donc on n'est pas des individus clivés, mais on peut retrouver ça dans le discours. C'est intéressant, c'est cette fameuse série qui s'appelle Severance qui nous raconte ça, qui clive en effet les gens et leur demande de laisser leurs émotions privées à la porte lorsqu'ils rentrent au travail et vice-versa d'ailleurs. Et on ne sait plus qui est qui, du coup, on ne connaît plus les identités des gens. Exactement. Hélène. Oui, ce qu'on observe dans l'étude, c'est qu'effectivement, en lien avec cette injonction d'épassement, on a une partie des cadres qui préfèrent garder le silence. Et quand on leur demande pourquoi, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Ils ont peur que ça freine leur évolution professionnelle. Ils ont peur de ne plus être considérés comme quelqu'un de fiable ou de légitime. C'est terrible. Et du coup, ils préfèrent garder le silence sur leurs difficultés. Donc, ils ont beaucoup de mal à en parler avec leur propre manager et devant leurs équipes, ils essayent de faire face. Donc, être manager, ça exacerbe les risques de voir sa santé mentale dégradée, mais aussi ça rend encore plus difficile la prise de parole. Et quand on leur demande comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils font, certains posent des congés pour souffler un peu. Le télétravail, on y reviendra peut-être un peu, avec une ambivalence du télétravail, qui est justement cette porosité entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Mais on a quand même un tiers des cadres, des managers qui déclarent des difficultés en matière de santé mentale, qui augmentent leur temps de travail. Donc qui alimentent ce surengagement dans un espèce de cercle vicieux qui empêche encore plus la prise de parole et l'accompagnement des difficultés. Il y a une complexité liée à l'émotionnel, la gestion de l'émotionnel est quelque chose du dur. Je cite un témoignage qui ressort de l'APEC, d'une femme de 48 ans, chef de projet service dans une grande entreprise, qui dit « Les émotions sont difficiles à gérer, car voir quelqu'un en détresse ou pleurer est complexe. Ça me donne vite les larmes aux yeux. La gestion des émotions de mes collaboratrices est difficile. » On est dans une difficulté même en termes de compétences à le gérer, on est dans une absorption de ces émotions dont on ne sait quoi faire, et donc on est en double souffrance d'une certaine façon. On ne peut pas aider, on ne peut pas s'aider aussi. L'organisation, Gaëlle, elle y répond d'une certaine façon, par une langue managériale qui dit en fait, il n'y a pas de problème.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on laisse pas de place non plus à l'expression des émotions, parce qu'il y a cette fameuse novlangue dont tu parlais tout à l'heure et dont tu disais qu'elle était un peu clivante. Et effectivement, elle est clivante. Elle est clivante parce qu'elle n'est pas faite pour recevoir les émotions. Donc, elle demande aussi aux salariés de laisser une partie d'eux-mêmes à l'extérieur, tout simplement parce que la novlangue, elle est, ou la langue managériale, comme on veut l'appeler, elle est technique, elle est désincarnée, elle a un discours explicatif et légitimateur, et surtout, elle s'impose par une large diffusion au sein de l'organisation, et elle s'impose aussi par une faible prise à la discussion. On ne laisse pas aux salariés la possibilité d'exprimer leurs émotions dans la novlangue. La novlangue, elle est faite pour piloter, elle est faite pour recentrer sur un résultat, et les personnes qui poursuivent ce résultat, finalement, n'y ont presque pas leur place. Alors, c'est bien parce qu'elle donne l'illusion du contrôle, parce qu'elle s'appuie sur des bases théoriques et professionnelles, mais en même temps, elle s'appuie sur des termes tellement larges qu'on ne peut pas les discuter, puisqu'on ne peut qu'être d'accord avec. Donc, au final, seul le résultat compte. Et quand on regarde le discours managérial, on voit qu'il a vraiment un rôle à jouer dans l'organisation. Une fois encore, l'affaire France Télécom montre une vraie évolution. Quand on étudie les discours qui ont été portés devant les salariés ou devant les institutions de France Télécom avant le procès, on avait quasiment un langage guerrier. En tout cas, c'était prescripteur, on s'imposait. D'ailleurs, on ne recevait même pas la parole des salariés puisqu'on avait une langue qui était descendante. On a un discours qui vient du top management et qui descend vers les salariés. Et puis, de toute façon, les salariés sont réduits au silence. Parce que, encore une fois, si ça remonte, c'est que ce sont des gens à problème. Donc, ça ne remonte pas. Et quand le procès s'est engagé, en défense, on a vu une véritable évolution de ce discours. Le discours managérial est devenu un discours légitimateur. Si j'ai fait ça, c'est pas parce que j'ai voulu commettre un acte de harcèlement, c'est parce que ça s'imposait. Regardez les techniques managériales, elles m'imposaient de prendre cette décision. Regardez l'état de l'entreprise qui m'imposait de prendre cette décision. Et donc, cette fameuse novlangue qui s'imposait au départ par une technique et une illusion du contrôle, eh bien, devant le juge, elle s'est transformée en un discours légitimateur. Mais moi, je n'ai pas commis de harcèlement. Et d'ailleurs, le texte nous le dit, si vous voulez vous exonérer du harcèlement, vous devez démontrer que votre décision a été motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Moi, institution, je ne commets pas de harcèlement puisque je réponds à des objectifs qui s'imposent à moi et qui sont légitimés par des méthodes managériales. Hélène, il y avait cette idée on voit dans cette novlangue une difficulté, je cite un article de Gaël, une difficulté de faire sens de ces expériences émotionnelles. Cette novlangue vient couvrir finalement ce qu'on vit concrètement dans le travail. Les managers et les cadres, on en a parlé en préparation, ils ont une façon d'évacuer qui parfois aggrave encore les effets, c'est sortir du travail par le télétravail. Alors, le télétravail, effectivement, il a un effet parfois ambivalent en réponse à ces questions. Les cadres, c'est la catégorie socio-professionnelle qui télétravaille le plus, qui est le plus concernée. Ça permet à la fois une flexibilité dans l'organisation du temps de travail, une certaine souplesse à laquelle ils sont extrêmement attachés, et ça revient régulièrement dans les enquêtes qu'on fait, notamment les femmes cadres, qui voient une manière de concilier vie personnelle et vie professionnelle de manière un peu plus facile, mais qui a aussi un effet sur la porosité des dents et la capacité à déconnecter, à passer du temps personnel au temps professionnel et réciproquement. Et 40% des cadres disent qu'ils ont du mal à séparer justement ces deux sphères, surtout les plus jeunes, qui ont encore plus de mal à couper et à mettre des barrières, des frontières, en tout cas, un peu étanches entre ces deux mondes. Et donc, cette porosité des sphères, elle alimente, en fait, ce sentiment de toujours penser au travail, de devoir faire plusieurs choses en même temps, qui alimente, qui contribue à dégrader la santé mentale des cadres. Et cette surexposition, et notamment pour les mères cadres, on a publié une étude sur la parentalité chez les cadres en septembre, elle les surexpose au risque d'épuisement professionnel, qui est un des facteurs de la santé mentale dégradée. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur ce que peuvent faire les managers et justement cette position intermédiaire dans laquelle ils se retrouvent. Ils se sentent responsables et donc ils
ils se sentent, ils ont un rôle dans l'accompagnement et la prévention de la santé mentale de leurs collaborateurs. Et donc, quand on les interroge sur ce qu'ils font, ils les écoutent. Cette posture d'écoute et d'ouverture, elle est déclarée par les managers comme la première action qu'ils ont pour essayer d'entendre leur manager. Mais ils se sentent aussi souvent démunis. Ils ont peur d'être maladroits, ils ont peur d'être intrusifs, et on l'a dit, il y a un mélange entre des enjeux personnels et professionnels, et ils n'ont pas non plus toujours la latitude organisationnelle pour faire quelque chose. Et donc ce qu'on écrit dans l'étude, c'est qu'ils bricolent souvent des stratégies un peu individuelles pour répondre à des difficultés des cadres ou des salariés de leur équipe. Alors on essaye d'alléger la charge de travail, d'assouplir un peu les délais, de donner un peu plus de flexibilité, d'accompagner même des cadres parfois ou des salariés sur une évolution de carrière. Mais ils sont un peu seuls face à ça. Ils sont à la fois pas tellement formés à l'écoute, sur ces questions-là, et pas tellement soutenus non plus par la hiérarchie. Et donc, il y a plus de la moitié des managers, par exemple, qui jugent que c'est difficile de réduire la charge de travail de leurs collaborateurs ou d'adapter leur organisation de travail. Donc, ils ont des solutions sur lesquelles ils n'ont pas tellement la main, et ça renforce aussi leurs propres difficultés en matière de santé mentale. Ils ont parfois un problème de fléchage aussi. Vers qui adresser des gens qui souffrent. Voilà, et la question des ressources, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, évidemment, le rôle des DRH, des directions des ressources humaines, il est central. Dominique. Oui, je voulais revenir sur cette complexité et finalement sur les conflits de rationalité en donnant un exemple. Dans l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, on avait été dans une grande banque assurance et dans le centre d'appel d'une grande banque assurance. Et où il y avait presque uniquement des femmes qui répondaient au téléphone pour donner des conseils aux personnes qui les appelaient. Et le taux de décroché était insuffisant pour les managers, justement. Et donc, il y avait eu une réforme consistant à couper le service en deux avec des personnes qui exclusivement répondaient au téléphone en ne pouvant pas donner la réponse puisqu'elles n'avaient plus accès au dossier, et des personnes qui étaient uniquement dans les dossiers. Donc il y avait un énorme malaise. Et je veux insister sur ce conflit de rationalité. Les managers étaient contents parce que le taux de décroché était plus élevé. Ouais, en termes de performance, il y avait des indicateurs. Exactement, ouais. Mais le malaise au travail était absolument horrible puisque personne n'était content. Les femmes qui répondaient au téléphone, elles se faisaient engueuler parce qu'elles n'avaient pas la réponse, et celles qui étaient le nez dans les dossiers, elles n'avaient plus jamais le client au téléphone, donc c'était horrible. Et puis, donc un conflit de rationalité où en fait c'est la faute de personne. On a fait une réorganisation pour afficher des bons indicateurs, mais ça fait un malaise au travail absolument horrible. Et sur la question de la vie privée qui vient dans le travail, c'était très intéressant parce que toutes ces personnes, toutes ces femmes, elles avaient des revendications sur les horaires de travail, et on avait donné la préférence pour prendre les horaires les pires. On avait donné la préférence aux célibataires, à celles qui n'avaient pas d'enfants. Et elles étaient absolument furieuses. Elles disaient, mais enfin, c'est pas parce que j'ai pas d'enfants, moi, que je dois me taper tous les mauvais horaires. Je vois pas pourquoi c'est les femmes qui ont des enfants qui pourraient avoir les bons horaires, etc. Et ça, pour le manager était complètement dépassé il n'arrivait pas à gérer ces questions hyper privées et ces questions de priorité, quoi. Voilà, à qui va-t-on donner les mauvais horaires et sur quel principe va-t-on se fonder pour le faire? On a l'impression, Dominique, qu'on parle d'une même entreprise et il y a un éclatement de sens et de priorités et d'intérêts au sein d'un même collectif. Et d'ailleurs, tu avais dit quelque part que l'explosion du collectif avait d'une certaine façon créé l'appétence pour le télétravail, quoi. C'était une réponse à une frustration qu'il n'y a plus de collectif et donc plus d'intérêt commun ou de sens commun. Oui, c'est un énorme problème, cette disparition ou cette fragmentation du collectif. J'ai une collègue qui vient d'écrire un beau livre qui s'appelle La frustration salariale et qui montre comment justement les modes de rémunération très individualisés avec des primes auxquelles on ne comprend plus rien d'ailleurs, ont accru la compétition entre les gens, plus le fait qu'on ne sait pas exactement qui gagne quoi. Et toujours dans cette enquête dont je vous parlais, l'énorme malaise des personnes qui trouvent que leur effort n'est absolument pas récompensé, qui se demandent si l'autre, pourquoi l'autre a l'air mieux récompensé alors qu'en fait il fait rien. Donc on passe son temps
à comparer ce que font les uns et les autres, à essayer de connaître leur rémunération et toute la solidarité qui pouvait exister à un moment de ce collectif qui était soudé par une même appartenance syndicale ou une même envie de faire changer des choses, a complètement explosé. Et je pense que pour la vie des personnes et des salariés, c'est extrêmement douloureux parce que les gens se retrouvent tout seuls. Et le télétravail, évidemment, accroît cette difficulté puisque on n'a plus cette possibilité d'être unis contre la hiérarchie. On est tout seul face à son manager en bilatéral et plus en présentiel. Et je pense que ça, c'est un énorme sujet. Il y a la question aussi de la charge mentale chez les managers et chez les cadres, parce qu'on en voit avec la porosité des univers très compétitifs entre les uns avec les autres, où il faut savoir tout faire tout le temps. On se retrouve dans une situation où on est prêt de déborder. Oui, ce double rôle des managers, c'est-à-dire à la fois produire et manager avec des enjeux de management qui se sont complexifiés, à la fois parce qu'il y a un cadre législatif qui s'est renforcé. Il y a des attentes, Dominique l'évoquait tout à l'heure, qui se sont aussi exprimées de manière peut-être plus forte. Et donc, les managers, ils doivent à la fois assumer leur rôle de production et ils y sont attachés. Leur expertise propre, mais aussi l'encadrement et notamment la prise en charge d'un nombre d'enjeux de plus en plus importants, y compris les transformations du monde du travail qui doivent aussi piloter. Le manager, c'est la boussole, c'est celui qui donne un peu l'organisation, et c'est ce qui rend ces questions de santé mentale encore plus difficiles à appréhender. Sur le télétravail, je voulais rebondir, les cadres sont complètement conscients que le télétravail, ça contribue à réduire les interactions, la cohésion d'équipe, et ça favorise l'isolement. Et donc, ça a aussi un impact sur la santé mentale et des cadres et des managers. Et je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Hélène tout à l'heure et qui me paraît très important sur les inégalités de genre, c'est-à-dire ce que vraiment on peut craindre, et je crois qu'on commence à le voir et qu'on l'a vu dans plusieurs enquêtes, on l'a vu pendant le Covid et ça continue, c'est que ça, en effet, ça reduplique les inégalités de genre, c'est-à-dire que les femmes vont être plus tentées de prendre du télétravail parce que ça leur permet de lancer une machine, d'aller chercher les enfants, etc. Et donc on peut craindre en effet qu'il y ait une respécialisation des rôles à cause de ce télétravail, si on a des femmes qui le prennent plus que les hommes. On l'avait vu pour des femmes qui ont des enfants de moins de 15 ans, que le fait d'accéder au télétravail était un facteur aggravant pour la santé mentale. Et les études dont on dispose sur ce qui s'est passé pendant le Covid, on a des études comparatives selon les pays. J'ai une collègue, Julie Landour, qui a comparé la Suisse, la Suède et la France. Et la France, c'est un des pays, en effet, où les inégalités de genre ont été augmentées à cause du Covid, parce qu'il n'y avait pas, à la différence de la Suède, cette volonté de faire très attention à ce sujet, justement. Je vais vous proposer un nouvel insert d'Aurélie Judelin, toujours DG de Stimulus, parce que vraiment, c'est le cœur de leur travail d'intervenir en entreprise pour prévenir, on dit bien prévenir, les risques psychosociaux, en mettant en place des formations, des outils à destination des managers. On voit une évolution alors législative, mais aussi un désir de plus grande concertation sociale. Le gouvernement travaille avec les entreprises, on l'a vu en 2025 avec l'année pour la santé mentale et la charte de la santé mentale. Je vous propose d'écouter Aurélie Judelin. Alors, ce qui a fait l'actualité de ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le lancement de la charte pour la santé mentale. Alors, il faut savoir que cette charte, au final, elle n'invente rien. Elle s'inscrit dans les initiatives gouvernementales, puisque vous savez que la santé mentale a été nommée grande cause nationale en 2025, et elle a pour mérite, finalement, de rappeler les fondamentaux de la prévention du risque psychosocial et de l'action en faveur de la santé mentale. Alors, pourquoi je dis qu'elle n'invente rien ? Parce qu'il faut savoir que dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, en fait, on trouve 3 volets. On trouve le champ de la prévention primaire, et là, on va plutôt être sur des audits, bien-être au travail, des enquêtes de risque psychosocial, donc tout ce qui est plutôt outil de mesure pour identifier des facteurs au sein de l'organisation qui pourraient favoriser l'apparition des risques psychosociaux. Le volet secondaire, le champ de la prévention secondaire des risques psychosociaux, c'est
toutes les actions en matière d'outillage, donc formation, sensibilisation, coaching, sur les bons réflexes, les bons comportements à adopter en matière de prévention des risques psychosociaux. Et la prévention tertiaire, c'est une prévention qui arrive quelque part un peu en aval une fois que le préjudice existe. C'est comment est-ce qu'on arrive à prendre soin d'un collectif ou d'individus qui sont impactés et qui souffrent de troubles psychosociaux. Donc cette charte, donc c'est un one page, donc c'est vraiment assez laconique, on va dire, mais elle a le mérite finalement de poser dans ce document et de reposer les fondamentaux de la prévention. D'abord la sensibilisation, donc l'idée c'est vraiment de déstigmatiser tous les sujets qui sont en lien avec la santé mentale et la santé psychologique. Le deuxième volet c'est vraiment de dialoguer sur la prévention, la qualité de vie au travail et les conditions de travail, donc ça veut dire de pouvoir rassembler des parties prenantes et des acteurs clés de l'organisation pour dialoguer autour de ces sujets. Le troisième point, c'est favoriser l'amélioration continue des conditions de travail. Et le quatrième point, c'est accompagner les situations individuelles. Moi, ce que j'ai envie de retenir de cette charte, parce que comme je vous le disais, elle n'invente rien, mais il y a quand même 3 points que je trouve intéressants en matière de volonté affichée par cette charte. Le premier point, c'est que cette charte, elle réconcilie bien les sujets qui sont de l'ordre de l'organisation et des sujets qui sont de l'ordre de l'individu. Et pour pouvoir préserver la santé mentale de ses collaborateurs et collaboratrices, il faut à la fois agir à un niveau organisationnel, collectif, mais également être en capacité de pouvoir prendre en charge des situations individuelles. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, ce qui me semble aussi important de souligner, c'est que dans le cadre de cette charte, on fait mention explicitement des sujets de diversité et d'inclusion. Et comme le rappelait l'un de vos intervenants précédemment, les problématiques de harcèlement sont des problématiques qui sont très importantes et booming dans les entreprises. Donc le fait de pouvoir anticiper et établir des règles du jeu claires en matière de discrimination et d'inclusion, donc de non-discrimination et d'inclusion, c'est majeur pour assurer un bien travailler ensemble. Et le troisième point, c'est le fait d'avoir explicité le besoin d'être dans une logique d'amélioration continue des conditions de travail. Pourquoi ? Parce que on sait aujourd'hui qu'un collaborateur qui rejoint une entreprise à l'instant T va trouver des conditions de travail en matière de locaux, en matière de management, en matière d'outils qui sont fortement susceptibles d'évoluer ces prochains mois ou ces prochaines années. Évidemment, on se rend compte que les entreprises sont en forte mutation et le fait de pouvoir inscrire dans cette charte un peu en miroir de ce que vivent les entreprises, le fait de dire en fait on ne peut pas avoir un dialogue figé sur les conditions de travail parce que les conditions de travail évoluent constamment. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête puisque avoir une politique santé mentale en entreprise, c'est avoir une politique dynamique, une politique en mouvement, une politique qui se re-questionne en fonction des différents changements qui vont impacter directement ou indirectement l'entreprise et donc ses collaborateurs et collaboratrices. Hélène, tu as envie de réagir ? Oui, ce qu'on observe dans l'étude, c'est que les entreprises, elles prennent effectivement de plus en plus conscience de ces enjeux et notamment des risques qui sont associés, que ce soit des risques juridiques, humains ou économiques, mais que les actions concrètes ont quand même du mal à se déployer. Quand on interroge les cadres sur ce que font leurs entreprises, ils reconnaissent qu'il y a des efforts, mais que ces problèmes de santé mentale, ces enjeux sont pris en charge par les entreprises, mais que les actions concrètes restent insuffisantes. 44% indiquent que leur entreprise a communiqué sur le sujet, mais sans action réellement concrète, et 30% que leur entreprise n'a pas déployé d'action. Donc on voit que on a encore du chemin à faire sur une prévention effective et pas seulement sous l'angle du bien-être, aménagement de locaux, relaxation, etc. Il faut vraiment insister sur les conditions de travail. C'était évoqué par votre intervenante, mais je pense qu'il ne faut pas enrober ça dans un trop large panel d'actions qui diluerait un peu. La question des conditions de travail, elle est vraiment spécifique. Elle est différente selon les activités qu'on exerce dans l'entreprise, mais
pour les cadres comme pour les ouvriers et les employés, c'est une question de conditions de travail. Et donc, il faut vraiment s'attaquer aux racines de ce qui contribue à dégrader la santé mentale pour vraiment avoir une action concrète. On a un enjeu de formation qui est insuffisant, la formation des collaborateurs, la formation des managers, mais aussi la formation des directions des ressources humaines et des hiérarchies, des directions. C'est-à-dire que c'est vraiment une question qui doit être prise en charge par tout le monde pour éviter que les managers se retrouvent seuls face à ces enjeux, avec en plus, je l'ai dit tout à l'heure, une faible latitude organisationnelle pour y remédier. Et la formation, ça débute avant l'entreprise, c'est dès l'école. Ah bah, absolument, oui. Là-dessus, je voudrais signaler deux points. D'une part, dans les enquêtes que j'ai pu faire, ce que l'on entend de la part d'un certain nombre de salariés, c'est un reproche à l'égard du management, qui serait un management, en France notamment, trop fondé sur le diplôme. C'est-à-dire, on a des gens qui arrivent des grandes écoles ou d'écoles, qui sont balancés dans une position, dont les salariés disent qu'ils ne connaissent rien à la réalité de leur travail. Ils ne connaissent pas les résistances que les salariés auxquels ils sont confrontés tous les jours, la nature concrète du travail, les résistances les difficultés, le travail invisible pour faire quelque chose, le travail vivant, quoi, en fait. Et que le manager qui ne connaît pas ça, il est incapable de bien fixer les objectifs, de bien récompenser, de reconnaître. Il y avait une personne qui nous disait « Comment voulez-vous que mon manager me reconnaisse puisqu'il ne connaît pas mon travail ?» C'était très... C'est intéressant parce que la reconnaissance passe par la connaissance du travail. C'est le geste qui va permettre d'avoir une reconnaissance individuelle. Voilà. Pour reconnaître, il faut connaître la réalité de ce que la personne vit. Et deuxième point qui me paraît important, c'est qu'en fait, les gens qui deviennent managers, parfois ils deviennent managers parce qu'ils sont très bons techniquement sur un point. Et ça, c'est vrai dans le public comme dans le privé. Mais alors, ils sont excellents dans leur capacité technique. Et puis, ils arrivent, mais ils n'ont jamais appris à manager. Et donc, en général, c'est des catastrophes totales. Hélène, tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Oui, sur cette question du management, il y a un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a été publié l'an dernier, qui compare les pratiques managériales en France et dans d'autres pays européens. Et on retrouve un résultat qu'on connaissait par ailleurs, mais qu'on a des pratiques managériales extrêmement verticales en France et qu'on a beaucoup de progrès à faire dans cette question de l'écoute et de la reconnaissance. Mais pour nuancer un peu ce que vient de dire Dominique, les managers, et notamment dans les petites équipes, c'est-à-dire quand ils connaissent le travail et leurs collaborateurs, ils expriment souvent quand même des difficultés à pouvoir répondre aux difficultés de santé mentale et notamment de réaménagement de la charge de travail, d'allègement. Donc, ils sont vraiment pris en étau et ce manque d'autonomie décisionnelle, c'est pas seulement parce qu'ils connaissent pas le travail, même quand ils le connaissent, ils n'ont pas toujours les moyens d'y remédier. Puis ça va de plus en plus vite. On a aussi ce que tu qualifies de mode managérial, c'est-à-dire des nouvelles pratiques qui sont sorties tous les 6 mois pour dire il faut manager de cette façon-là, maintenant il faut revoir l'organisation. Donc on a des mots souvent anglo-saxons qui apparaissent dans le jargon et on réadapte l'entreprise très très rapidement à des rythmes soutenus qui sont difficiles à intégrer et pour les managers et pour les collaborateurs. Et ça, c'est une vraie violence sociale. Oui, ça montre, ça fait écho à ce qui vient d'être dit et ça montre qu'on agit sur différents plans. On saisit le cadre comme si son statut en fait suffisait à le définir. Mais d'abord, le cadre, c'est aussi un salarié, donc lui aussi il a des émotions et lui non plus il n'a pas envie de souffrir au travail. Et puis on a une organisation qui elle va être dans une action de plus en plus déresponsabilisante. L'organisation, elle va chercher, et ça ce sont les études sur les modes managériales qui l'ont montré, elle va chercher à avoir des prêts-à-penser, des solutions miracles qu'elle va pouvoir implémenter à moindre coût très rapidement et qui vont faire se succéder des façons de faire dans l'entreprise qui seront très logiques au niveau organisationnel. Qui sont des vérités non discutables. C'est ça, des vérités non discutables parce qu'elles ont été pensées par quelqu'un quelque part, diffusées par des cabinets de consulting dans les écoles de commerce aussi et puis on y participe nous en tant que chercheurs et donc ça va s'imposer comme des façons de faire efficaces. Donc on standardise
standardise un maximum, sauf que c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, quand on standardise, on ne prend plus en considération à la fois la technique d'une personne experte dans son domaine et puis les contraintes des métiers spécifiques. Et donc on va chercher à standardiser pour avoir un retour sur investissement en quelque sorte hyper rapide, à moindre coût et qu'on puisse justifier. Alors moi, je l'utilise du côté juridique parce que je me suis posé plusieurs questions. Déjà, la première des questions, c'est plutôt du côté économique et c'est pas vraiment ma compétence, mais ça alimente un marché de la connaissance aussi qui décrédibilise les modes managériels parce qu'il faut alimenter ce marché et que par conséquent, on a un intérêt à ce qu'elles aient un cycle de vie de plus en plus court pour pouvoir les remplacer régulièrement. Et puis, du point de vue juridique, moi, elle m'interroge aussi parce que plus on va imposer à un salarié des façons de faire différentes, plus on va modifier, justement, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, ses conditions de travail. Sauf que le salarié, lui, ne va pas raisonner sur le même plan. Et l'impression qu'on a, c'est qu'on a en fait 3 plaques qui glissent les unes sur les autres. On a la plaque organisationnelle, on a la plaque salarié et au milieu la plaque manager et que chacune est véritablement en phase avec l'autre. Il y en a toujours une qui est en avance sur les 2 autres, qui essaye de courir après, sauf qu'on n'a pas les mêmes contraintes encore une fois, parce que le manager, en tant que manager, lui, il doit manager, même si ça ne fait pas avancer le schmilblick de dire comme ça, mais il doit manager et donc il doit imposer cette solution à ses salariés qui ne vont pas forcément comprendre, parce qu'encore une fois, les plans ne s'alignent pas. Et on a ces modes managériels qui vont participer au désalignement et puis qui en même temps vont participer aussi de la perte de sens pour le salarié. Et cette perte de sens, je reviens à ce qui est mon cœur de métier, cette perte de sens, on commence aussi à la voir dans la jurisprudence. Quand on étudie, on parlait tout à l'heure des évolutions depuis 2009. Depuis 2009, on a une autre évolution qui n'est pas véritablement encore très approfondie, mais on voit apparaître dans les arrêts de la jurisprudence, on voit apparaître des juges qui apprécient des méthodes managériales inadaptées, inapproprié. On n'est pas dans la brutalité, l'autoritarisme, qui sont des éléments plus objectifs, j'ai envie de dire, parce qu'ils caractérisent une faute assez facilement. Quand on dit la méthode était inadaptée ou inappropriée, le juge commence à apprécier un jugement de valeur sur la méthode que le cadre a employée. Et en diffusant ce jugement de valeur, il accentue aussi la pression sur les cadres. Alors, c'est à titre de protection des salariés, ça on l'entend bien, mais le cadre est encore plus en étau entre son organisation qui a des attentes à son égard et ses salariés qu'il a envie de protéger. Parce qu'on parle beaucoup des méthodes inadaptées des cadres parce que c'est eux qui les diffusent. Mais le cadre, il a parfois simplement pas le choix. Dans l'affaire France Télécom, la plupart des cadres, quand même, s'étaient opposés à la façon de faire de l'organisation. Ceux qui sont restés parce qu'ils n'ont pas pu partir n'ont pas eu le choix que de suivre le mouvement. Mais encore une fois, des alignements des plaques, c'est pas parce qu'ils appliquaient, ou en tous les cas ils suivaient, ils essayaient de suivre le mouvement, qu'ils le partageaient ou qu'ils le comprenaient. Et donc cette idée des 3 plaques, au final, me semble rendre compte du caractère vraiment multidimensionnel de la question, qui à la fois est individuelle et collective, à la fois est émotionnelle et juridique. Enfin bref, on n'a que des éléments qui viennent s'entrechoquer les uns avec les autres et qui n'arrivent pas, encore une fois, à s'aligner. Je trouve ça intéressant de rappeler que certains cadres se sont opposés à la télécom parce qu'on l'oublie. Et tu l'as dit aussi, certains n'avaient pas d'autre choix que de rester. Ouais. On oublie qu'il y a un élément extérieur, la pression sociale, le chômage. Exactement. Et puis, je crois qu'il faut insister aussi sur les contradictions internes à l'entreprise. C'est-à-dire, en effet, c'est souvent la direction financière qui va l'emporter avec ce qui s'est passé quand même depuis une vingtaine d'années, la forte financiarisation des entreprises, la théorie de la valeur pour l'actionnaire. Donc, il faut absolument faire cracher encore plus et toute la pression qui pèse sur les entreprises et qui évidemment retentit sur les cadres. On arrive quand même à cette question finalement du sens, de la fabrique du sens. Le travail doit être un lieu de fabrique du sens. On voit toutes les difficultés pour le faire. Pour toi, Dominique, ce serait quoi ce qui permettrait la courroie de transmission du sens aujourd'hui ? Comment on peut refabriquer du sens au sein du travail ? Il me semble qu'il faut rendre, je vais peut-être employer un gros mot, mais rendre l'entreprise plus démocratique. C'est-à-dire à la fois être capable, avoir une entreprise qui écoute ses salariés, parce que les salariés sont une partie constituante essentielle de l'entreprise. Organiser, il y a pas mal de propositions en ce moment qui vont dans ce sens, une forme de droit à la parole pour les salariés. C'est la proposition par
par exemple de Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Et moi, je vais encore plus loin avec deux autres collègues, Isabelle Ferreras et Julie Battilana, où on propose carrément de démocratiser les organisations. C'est-à-dire considérer que l'entreprise, elle est composée de deux parties constituantes, les apporteurs de capital, les apporteurs de travail, et qu'il faut donner le même pouvoir à ces deux parties constituantes. Donc refabriquer du collectif, libérer la parole. Oui. Pour libérer la parole, il faut aussi que les collaborateurs aient envie de s'emparer de la parole et qu'elle ne soit pas censurée. Et c'est un des problèmes qu'on rencontre avec les cadres ou les managers. Oui, se sentir libre, suffisamment libre pour parler, avoir des espaces pour le faire, et peut-être insister sur la question du temps. Parce que les managers, je l'ai dit, sont souvent en posture d'écoute de leurs collaborateurs, mais ils disent aussi manquer de temps pour le faire. Donc cette question du temps pour remplir toutes les fonctions d'un manager, à la fois produire et à la fois manager, encadrer, répondre aux injonctions de la direction avec des objectifs qu'ils estiment eux-mêmes parfois inatteignables, faire face aux transformations. Voilà, donc la question du temps, elle traverse toute l'organisation du travail et les solutions ou les leviers, à mon avis, ça doit venir des trois plaques, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur toutes les dimensions. Il y a à la fois comment on arrive à mieux gérer et anticiper la charge de travail et la pression. Il y a vraiment un travail sur l'organisation du travail. Et là, le rôle des ressources humaines et d'avoir des outils adaptés pour le faire, c'est quand même central. Accompagner les collaborateurs et les managers, qui a un vrai soutien. Il faut les former. C'est la question de la sensibilisation de toutes les parties prenantes, mais la formation, évidemment, leur donner du temps pour le faire, de l'autonomie aussi, qui doit leur être laissée si on veut qu'ils puissent répondre aux difficultés qu'ils recueillent, des dispositifs dédiés, et puis un enjeu peut-être plus sociétal sur déconstruire ces représentations sur l'identité cadre, sur cette culture de la surperformance, du surengagement, du dépassement. Donc ça, c'est plus sociétal comme levier, mais c'est quand même un enjeu important dans la culture d'entreprise et dans les représentations qui sont d'ailleurs auto-assigné, mais hétéro-assigné. C'est-à-dire que c'est aussi le cadre qui se vit comme ça, et c'est ce qu'on attend de lui. Donc évidemment, ça s'alimente, et comment on rompt un peu ces attentes pour favoriser la qualité de vie de tous les collaborateurs. Juste pour rebondir, c'est quand même une spécificité française, le cadre. Le cadre, c'est très absolument, c'est très français. Donc je suis d'accord. Essayer peut-être de ressembler plus à d'autres pays, par exemple les pays nordiques, où tout le monde a une relation un peu plus pragmatique au travail, et où on n'a pas cette entreprise hyper hiérarchique avec en effet le cadre et sa position très particulière, en venir à des organisations plus horizontales, des organisations apprenantes comme dans les pays nordiques. Et un point très important, je reviens sur l'idée de démocratiser, plus de pouvoir donné aux partenaires sociaux et aux syndicats. Il y a une étude très intéressante qui a exploité l'enquête européenne sur les conditions de travail, qui nous montre que le pays où il y a le plus de bien-être au travail, ce sont là où il y a des organisations apprenantes, et c'est dans les pays nordiques parce que le taux de syndicalisation est très élevé. Je retiens de ce qui a été dit aussi, au-delà de la question du cadre, que la question du temps, donc d'un temps libre, d'un temps vacant qu'on peut remplir à sa guise, le temps de l'autonomie aussi, chercher l'autonomie, on montre à quel point le travail est maintenu en état de minorité aussi. Les travailleurs ne sont pas responsables d'eux-mêmes, et il faut les encadrer, il faut les gérer, il faut les surveiller. Et peut-être ça empêche l'éclosion de la question du collectif, justement. C'est justement ce dont je voulais parler. La question du collectif, oui, la démocratisation dont Dominique parlait et la prise en charge de différentes dimensions dont Hélène parlait aussi, n'est possible que si on admet l'existence d'un véritable collectif. Or, comme Dominique le rappelait, aujourd'hui, on a deux dimensions dans l'entreprise. On a la dimension financière et on a la dimension opérationnelle. Et on a l'impression que le collectif ne se construit que par dimension. Or, quand on regarde dans les organisations, la question du salarié qui serait désengagé ou qui ne serait pas intéressé par son travail, elle reste marginale malgré tout, parce que même si on n'est pas passionné par son travail, on fait son travail en général. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on va considérer que l'opérationnel n'est pas important par rapport au financier, ou que les deux se pensent sur des plans différents, eh bien,
bien, on va renforcer cette idée finalement que l'opérationnel est secondaire et donc retirer du sens au travail qu'on pouvait avoir auparavant et renforcer cette idée que le salarié finalement, il n'est pas tellement engagé et puis si on lui dit pas ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, il va pas aider le financier. Il faut que le collectif il revienne dans l'ensemble et qu'on redescende, c'est ce que disait aussi Hélène tout à l'heure, qu'on redescende aussi vers la réalité des choses pour que l'entreprise reprenne toute sa dimension. Alors quand on a dit ça, en fait, est-ce qu'on a vraiment réinventé la roue ? Pas forcément, parce que la question de savoir quel est le sens de l'entreprise et de l'organisation, elle s'est déjà posée. Quand on regarde aux États-Unis, en 1919, on avait un arrêt Dodge contre Ford qui posait déjà la question de savoir quelle était l'ambition de l'entreprise. Est-ce qu'elle doit faire de la finance ? Est-ce qu'elle doit répondre aux investisseurs ? Ou alors est-ce qu'elle doit avoir une ambition plus sociétale et donc avoir une activité qui va s'inscrire dans un contexte plus global, une société ? Peut-être que c'est ça aussi qu'on a perdu. C'est le rôle de l'entreprise dans la société et on s'est tellement focalisé sur la valeur financière qu'on en a oublié que l'entreprise, elle a aussi une valeur sociale. Dominique ? Et malheureusement, dans les années 70, Milton Friedman répondait à ta question en disant l'entreprise elle a une seule responsabilité, c'est faire du profit. Et c'est ce qui nous a amené vers théorie de l'agence, valeur actionnariale, etc. et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est donc contre ça qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille. Et tu te disais aussi que la question du soutien en entreprise, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une jungle où chacun est contre soi, il faut créer des dynamiques où les gens sont dans une logique d'entraide. Absolument, et donc ça veut dire peut-être de nouveaux objectifs pour l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui déciderait, je pense à la Convention des entreprises pour le climat, qui sont des dirigeants qui ont décidé de se saisir à bras-le-corps de la question de la reconversion écologique, et qui disent que leur entreprise, ils vont la mettre au service de cette reconversion écologique pour passer d'une économie extractive à une économie régénérative. Et voilà, là, c'est un nouveau projet pour l'entreprise qui me semble très intéressant parce que complètement aligné avec ce que nous devrions faire aujourd'hui collectivement. Dominique, Hélène, Gaëlle, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie de Mismatch consacrée à la santé mentale. Merci. Je remercie aussi Aurélie Judelin qui a participé à distance. Et je vous invite tous à nous retrouver la semaine prochaine pour la seconde partie avec Pascal Chabot, philosophe, professeur à l'Institut des hautes études des communications sociales, qui nous apportera son éclairage philosophique sur la question du sens au travail. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure de commerce extérieur,